Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Dame Mabrouk, merci pour votre invitation. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes donc député de la Somme, président du groupe délégué RN à l'Assemblée nationale. Démarrons cet entretien, Jean-Philippe Tanguy, par les déclarations des deux ministres en vue du gouvernement, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur, on y reviendra, qui serre la vis sur les naturalisations. Et le garde des Sceaux, je voudrais d'abord vous faire réagir à cela, sur la chaîne YouTube Legend, qui affirme qu'il n'y a plus de lieu safe en France. Autrement dit, il n'y a pas un lieu en France où l'on peut se sentir en sécurité. Vous partagez le diagnostic du garde des Sceaux ? Oui, mais est-ce que le garde des Sceaux est au courant qu'il était ministre de l'Intérieur pendant des années avant? Donc c'est quand même étrange, si vous voulez, qu'une personne avec autant de responsabilités dans la situation d'insécurité et d'ensauvagement du pays se permette un commentaire pour expliquer que son bilan comme ministre de l'Intérieur est si catastrophique que son analyse comme garde des Sceaux le pousse à prendre de nouvelles mesures. Donc si vous voulez, cette incohérence permanente, prendre, il faut bien le dire quand même malheureusement, les Français pour des imbéciles, en multipliant les déclarations soi-disant fortes, quand le bilan est si faible, si catastrophique, c'est quand même un peu délirant. Donc moi, je ne veux pas polémiquer avec M. Darmanin, mais qu'il ait un peu le respect de nos compatriotes et qu'il ait un peu d'humilité. Parce que arriver à ce constat d'échec, après 7 ans de macroniste, qu'on ne peut plus être en sécurité nulle part en France alors qu'il a eu de grandes responsabilités et d'autres avant lui, c'est lamentable. Et franchement, moi, je ne comprends pas comment on peut faire ce genre de déclaration. Mais est-ce que vous reconnaissez à l'inverse, Jean-Philippe Tanguy, quand même qu'on est loin du sentiment d'insécurité d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux d'ailleurs qui met en avant après ce constat les prisons de haute sécurité, il avance même l'idée de peine minimale, la reconnaissance faciale. Est-ce qu'au moins il y a un changement que vous reconnaissez, une rupture avec le précédent gouvernement? Il y a sans doute un changement dans les mots, il y a quelques mesures qui sont prises, qui sont bonnes. Moi je ne suis pas pour la politique du pire, donc toute petite mesure qui va dans le bon sens, toute petite décision qui permet d'amoindrir cette insécurité, de protéger un peu mieux les Françaises et les Français, d'assurer à nos agents pénitentiaires qui sont si courageux de meilleures conditions de travail et surtout de meilleure protection d'eux et de leurs familles. Nous prenons, voilà, moi je ne sais pas plus, c'est pour ça qu'on ne polémique pas. Mais sincèrement, ce manque d'humilité face à un tel bilan, une telle situation catastrophique, moi ça me sidère. Voilà. Et donc, M. Darmanin ferait mieux de s'excuser pour son bilan comme ministre de l'Intérieur et sans doute de passer à autre chose. En tout cas, de ne pas préparer sa petite campagne présidentielle, parce que derrière tout ça, d'ailleurs, il s'en cache pas. Alors, on peut reconnaître à M. Darmanin. Tout le monde la prépare en ce moment. Tout le monde, même dans votre parti. Voilà, oui, mais sauf que nous, on va la gagner, contrairement à M. Darmanin, qui fera de la figuration pour sans doute négocier autre chose. Donc, M. Darmanin, j'aimerais qu'il soit 100% consacré, à défaut de s'en aller, au moins de réparer à 100% les erreurs qu'il a commises. On est quand même loin du compte aujourd'hui, malheureusement. Diriez-vous la même chose, Jean-Philippe Tanguy, du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui adopte un ton plus restrictif sur les naturalisations dans une nouvelle circulaire adressée au préfet? Il rappelle, je cite, que la jurisprudence établit la naturalisation non comme un droit, mais comme une décision souveraine du gouvernement. Là encore, est-ce que le ministre de la Parole, comme vous avez habitude de le nommer, est un ministre qui agit et qui fait, selon vous? Non, donc il confirme être un ministre de la parole, parce que là, les instructions que vous avez clairement données, c'est du baratin. Oui, la naturalisation est un droit souverain de l'État. C'est pas une condition restrictive, c'est pas une condition de plus pour être ou pas naturalisé. Donc là, c'est du blabla. Vous savez qu'à l'Assemblée, on ne pourrait pas faire passer, c'est bien pour ça, c'est pour contourner une Assemblée nationale aussi compliquée qu'on passe par une circulaire. Excusez-moi, si M. Retailleau a accepté ses responsabilités en sachant qu'il ne pouvait pas faire passer ces mesures à l'Assemblée, il est incohérent et une fois plus, il prépare une campagne présidentielle ou je ne sais quoi, en tout cas une campagne pour les Républicains. Tout le monde est candidat. Mais non, mais c'est ça le problème, Madame Mabrouk, c'est qu'on est à 2 ans des échéances. Donc moi, je connais un peu la politique malgré mon jeune âge, et je peux vous dire que ces personnes ont accepté ces postes, non pas pour protéger les Français, sauf s'ils me prouvent le contraire, mais pour préparer leur petite carrière personnelle. Donc là, M. Retailleau, il annonce cette phrase, dont acte, mais parallèlement, on a appris que les obligations de quitter le territoire étaient inférieures depuis quelques mois avec M. Darmanin, qu'avant, avec le triste personnage dont on a parlé, avec M. Retailleau, aujourd'hui, était moindre qu'avec le triste personnage M. Darmanin dont on a parlé avant. Donc c'est toujours aussi les contre-feux. M. Retailleau multiplie les déclarations qui vont faire plaisir sans doute aux Françaises et aux Français qui en ont assez, qu'on galvaude la naturalisation, mais dans les faits, il y a moins d'expulsions et la criminalité n'est pas jugulée du tout. Alors vous allez estimer aussi qu'il est en campagne présidentielle, mais il est plus particulièrement engagé dans la course déjà à la présidence LR face à Bruno Retailleau. Je parle de Laurent Wauquiez. Il multiplie les propositions. Le patron des députés LR qui appelle à la création, Jean-Philippe Tanguy, d'une commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Que pensent les députés que vous êtes de cette proposition ?
Mais pourquoi pas, mais qu'il le fasse. Il est président d'un groupe, donc il peut tout à fait déposer cette commission d'enquête. Mais très bien, moi je pense qu'on apprendra en effet des choses, mais sans doute très malheureuses, sur les liens entre la France insoumise et d'autres partis de gauche aussi, parce que je rappelle que les communistes et les Verts étaient à la manœuvre, par exemple, pour faire une déclaration pour condamner Israël comme un régime d'apartheid, c'est-à-dire reprendre les éléments de langage d'un certain nombre de forces islamistes. Donc les forces de gauche se valent malheureusement dans cet islamo-gauchiste, ce clientélisme qui cherche à séduire les partis les plus obscurs d'un électorat pour faire de viles manœuvres. Mais je propose quand même à M. Wauquiez d'élargir sa proposition aux islamo-droitards et aux islamo-hypocrites, c'est-à-dire ces maires de droite. M. Wauquiez en connaît un très bien, par exemple son voisin, maire de Saint-Étienne, alors que lui était le président de la région Rhône-Alpes, donc son ami maire de Saint-Étienne, qui est bien connu, et tout le monde pourra le vérifier, pour être un islamo-droitiste de première catégorie. Et j'en connais un aussi qui s'appelle M. Bertrand. Sébastien Chenu, lors des dernières régionales, avait très bien prouvé à quel point il s'était compromis avec des islamistes pour gratter quelques voix contre Marine Le Pen. Il nous avait attaqué. Non mais attendez, il nous avait. M. Bertrand, c'est une toupie. Vous savez, c'est une toupie. Donc il fait oui, mais c'est une toupie, donc il fait plusieurs fois par jour le tour sur lui-même pour dire tout et le contraire de tout. Donc il nous avait attaqué avec M. Chenu sur le tract que nous avions fait pour dénoncer son islamo-droitisme et ses compromissions. Nous avons gagné ce procès. Donc vous demandez en réalité une commission d'enquête sur quasiment tous les liens politiques, sauf vous. On peut faire une enquête sur nous, ce sera vite fait. L'enquête, elle sera vite bouclée. Une commission d'enquête sur tous les liens entre les dirigeants politiques, maires, élus locaux, élus nationaux, et les islamistes de toute catégorie. Je crains malheureusement que les Français apprennent de tristes choses. À Drancy, Jean-Philippe Tanguy, sur les suites du contrôle anti-rodéo au cours duquel un policier pris à partie a fait usage, vous le savez, de son arme et qui a occasionné un blessé, le discours de la France insoumise, justement, consiste à dire qu'il y a en réalité violence policière, tandis que les syndicats de police dénoncent un climat de haine et même un renversement du discours, y compris parfois médiatique. À quoi on est en train d'assister, selon vous ? Je ne sais pas où va s'arrêter la France insoumise dans l'indignité et le manque de respect républicain et le manque de respect envers celles et ceux qui nous protègent. Les insoumis ont choisi depuis longtemps le camp des voyous. On l'a encore vu avec le narcotrafic. On a assisté à des prises de parole lors de la discussion de cette loi pour mieux protéger les Françaises et les Français contre la mafia et le cartel de la drogue, à des prises de position totalement indignes. Le camp des voyous. Le camp des voyous, évidemment. Le camp des compromission systématiquement. Oui, mais nous avons malheureusement une opposition de gauche bien loin des Clémenceau, des radicaux socialistes et de cette gauche républicaine qui a aussi fait la République, qui est dans le choix systématique des voyous, des délinquants, de la violence. Et comment imaginer autre chose quand des membres eux-mêmes de la France insoumise appellent à la violence contre la République, quand on a des assistants parlementaires comme celui de Mme Soudé, qui publiquement à nombreuses reprises appelle à la création de milices violentes qui prennent les armes, qui utilisent les poings contre la République pour faire leur propre sécurité, leur propre ordre contre la police, contre la gendarmerie. Des insoumis qui appellent à déborder les dispositifs de sécurité, qui appellent à saccager la rue, à saccager les commerçants. Il dit qu'il faut un cordon sanitaire, comme celui qui a prévalu face au RN, un cordon sanitaire, c'est-à-dire une sorte d'exclusion politique de la France insoumise. Est-ce que vous pensez que c'est par un débat politique qu'il faut que cela passe, ou peut-être par la justice ? Mais nous, on pense qu'il faut un débat politique, mais il faut aussi choisir au moment des élections. Moi, j'ai un exemple, malheureusement, que je connais bien. Si M. Dupont-Aignan a perdu son siège en Essonne, c'est parce que l'ami de M. Wauquiez, M. Durovray, qui ensuite a été récompensé par un Marocain de ministre. Décidément, il a beaucoup d'amis que vous pointez du doigt. Oui. Donc M. Durovray, donc président du conseil départemental de l'Essonne, a maintenu sa candidature au deuxième tour contre M. Dupont-Aignan pour faire battre M. Dupont-Aignan et faire élire un insoumis. Et il y a d'autres exemples en France. Donc M. Wauquiez, M. Retailleau sont pareils pour faire des grands discours au moment des élections pour essayer de séduire un certain nombre d'électeurs du Rassemblement national. Ils n'y arriveront pas, je les préviens tout de suite, se compromettent au moment des élections pour sauver leur petit siège et pour faire battre ceux qui ont dit la vérité. Parce que vous connaissez mes différends avec M. Dupont-Aignan dans le passé et encore aujourd'hui. M. Dupont-Aignan, c'est un honnête homme qui a été toujours courageux et qui a dénoncé les compromissions de l'UMP quand il y était sur l'Europe, sur la sécurité, sur l'immigration. Il avait montré leur double discours, comme Marine Le Pen et Jordan Bardella l'ont montré depuis. Et il a été battu parce que M. Dupont-Aignan, il incarnait cette mauvaise conscience de M. Wauquiez et de M. Retailleau. À bon entendeur. En tous les cas, avec la France insoumise, vous vous rejoignez sur un autre sujet. Vous semblez me regarder J'attends avec gourmandise ce que vous allez me dire. Vous le savez, ArcelorMittal et la nationalisation sur le plan économique. D'ailleurs, certains disent LFI, RN, même combat.
Oui. Non, mais monsieur. Oui. Non, la situation. Non, oui, j'ai votre question. La situation d'ArcelorMittal, c'est la faute de la gauche. Parce que les taxes sur l'électricité, les taxes sur l'énergie, les normes les plus stupides, les traités de libre-échange, les traités de libre-échange qui viennent de la gauche. Non, les traités de libre-échange qui viennent de la gauche, en particulier du Parti socialiste, quand M. Hollande s'agitait sur sa camionnette pour faire des promesses aux ouvriers qu'il a rompues une fois qu'il avait son mandat, ça lui fait un point commun avec M. Wauquiez et M. Retailleau. Donc, nous sommes pour des mesures de protection. Attendez, de protectionnisme, mais nous sommes aussi pour favoriser la... Non, c'est la dernière des mesures. La nationalisation doit toujours venir quand tout a été essayé avant. Donc avant, il faut un vrai plan de protection de l'acier dans toute l'Europe, parce que c'est toute l'Europe qui est en train de se péter la gueule. Il faut des plans de protection de nos outils stratégiques, il faut des plans de protection des compétences. La nationalisation peut venir, Madame Mabrouk, car il y a des outils industriels, une fois qu'ils sont perdus, on ne les retrouve pas. Quand un haut fourneau s'éteint, techniquement, quand un haut fourneau en métallurgie s'éteint, il est quasiment impossible de la rallumer. Donc, c'est la perte d'un outil industriel unique. Il y avait plus de 150 hauts fourneaux il y a encore un demi-siècle. Il en reste aujourd'hui 5. 5 en France. Et donc, si on en perd un, c'est fini pour la métallurgie française. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs en quoi consiste une nationalisation ? Admettez-vous que lorsqu'il y a nationalisation, il peut y avoir restructuration et parfois une perte d'emploi. Enfin, ça peut être encore plus rude, si je puis dire, qu'une autre solution. Il arrive que le remède soit très difficile parce qu'effectivement, si on nationalise, c'est-à-dire si l'État prend une majorité du capital et donc investit dans l'entreprise, ça ne doit pas être à perte, évidemment. C'est pour sauver l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises françaises ont été sauvées par des nationalisations. Parfois, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. 2004, Alstom, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Alstom, M. Sarkozy, malheureusement... Certains disent qu'à l'époque, il l'a sauvé. Oui, il a tué le malade, en fait. Mais malheureusement, le dossier serait un peu long ce matin. Mais je peux vous assurer que, malheureusement, à l'époque, il a tué le malade. Mais il y a d'autres entreprises qui ont été sauvées, si c'est transitoire, si c'est un plan de redressement. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que les compétences des Françaises et des Français qui travaillent dans Arcelor et dans la métallurgie française sont exceptionnelles. Nous savons faire des produits qu'aucun autre concurrent veut faire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les Indiens ont acheté ArcelorMittal? C'est bien qu'ils voulaient prendre des compétences et des brevets comme d'autres, comme les Chinois là, qui pillent la chimie française. C'est pas parce que la chimie française est débordée, c'est parce qu'elle est très compétente et qu'on a des brevets. Non, mais il faut aussi dire aux Françaises et aux Français qu'on a des compétences, qu'on n'est pas complètement, que nous ne sommes pas, on n'est pas débranchés par rapport à la concurrence mondiale et qu'on se laisse piller. Et si on est pillé, c'est parce qu'on a des choses à piller malheureusement et que le gouvernement ne défend pas nos trésors. A-t-on les moyens d'une nationalisation? On voit en tout cas que le Premier ministre fait tout d'abord pour chercher des économies, mais aussi pour éteindre les braises de la censure avant que tout ne s'enflamme avec cette idée de référendum, avec aussi par ailleurs la grande consultation sur la proportionnelle, mais sur le référendum sur les finances publiques. C'est complètement pipeau. Il faut que M. Bayrou arrête, quoi. Mais en quoi? C'est le renard. À chaque fois que j'ai le bonheur de venir sur votre émission, je constate les méfaits du goupil Bayrou qui, chaque matin, va dans le poulailler de la République pour prendre une poule et s'en aller gagner une journée de plus, se repaître de la République. Donc, écoutez, ce référendum n'a aucun sens. Un référendum sur le budget... En quoi consulter les Français, c'est pardonnez-moi, attaquer un poulailler? Il abuse les Français qui veulent à juste titre s'exprimer par référendum. Ça fait 20 ans qu'on les a trompés sur le dernier référendum. Donc nous, vous savez à quel point on veut consulter les Français par référendum. Mais le budget, c'est la transcription financière de toutes les politiques de la nation. Et donc, ça s'appelle une élection législative. Puisque si on consulte les Français sur la politique de tout le gouvernement, eh bien, c'est-à-dire qu'on demande aux députés de choisir, et donc c'est une dissolution qu'il faut, et c'est une élection législative. Donc en fait, M. Bayrou veut gagner du temps, mais s'il veut consulter les Français sur le budget, eh bien il faut dissoudre, et il faut des élections législatives anticipées, et sans doute cette fois, enfin, on pourra choisir Jordan Bardella comme Premier ministre. Comme Premier ministre. Bon, on va en parler, mais juste une question. À quel degré est la censure? Est-ce que c'est chaud brûlant, si je puis dire? Mais nous avons une grande victoire grâce à Marine Le Pen sur la politique énergétique, puisqu'on a évité 300 milliards de subventions et de charges. Non, mais ça a été suspendu parce que ça devait être adopté. C'est renvoyé. Donc maintenant, on a une loi. Moi, je pense qu'il n'y a pas de majorité pour voter cette loi. Donc, M. Bayrou ne pourra pas appliquer cette mauvaise politique pluriannuelle, mais il faut encore se mobiliser. Mais par exemple, on a quand même évité une taxe de 23 centimes par litre sur le carburant pour 2027. Je tiens à le dire aux Français parce que c'est toujours difficile de protéger les Françaises et les Français contre un malheur qu'ils ne voient pas. Et là, on leur a évité un grave malheur, c'est-à-dire quand même 23 centimes de plus par litre. Ça représente des centaines d'euros par an. Vous avez dit Jordan Bardella, Premier ministre, mais lui se voit, si Marine Le Pen est empêchée candidat à la présidentielle. Tout d'abord, il y a quelques jours, ici même, Jordan Bardella n'a pas voulu répondre à cette question. S'il est candidat à la présidentielle, qui sera son premier ou sa première ministre? Non, mais il a raison de ne pas y répondre, car ce serait se projeter bien loin. Pourquoi? À l'inverse, vous avez imaginé le ticket? Mais parce que Marine Le Pen était dans une position
certaine et naturelle de candidate. Elle l'est toujours, Marine Le Pen est Vous innocente. pourriez imaginer, des faits qui Jean-Philippe lui sont Tanguy, un reprochés, sondage où elle sera n'est pas condamnée. testée? Je peux l'imaginer malheureusement, et j'entends des rumeurs parisiennes et même des actes. Un sondage où Marine Le Pen Oui, n'est oui, plus oui, moi testée? j'ai entendu la semaine dernière et j'ai dû intervenir sur une tentative de ne pas tester Marine Le Pen dans un sondage pour créer des polémiques et affaiblir le camp national qui est en train de gagner. Parce que la réalité, c'est que s'il y a de viles manœuvres contre la candidature de Marine Le Pen, c'est évidemment parce qu'elle va gagner, qu'elle peut gagner et qu'elle doit gagner. Et donc moi, je ne laisserai pas faire et je ne laisserai pas dire un certain nombre de lobbies, de personnes qui n'ont pas intérêt, évidemment, pour leurs sales affaires, à ce que Marine Le Pen remette de l'ordre en France et défende enfin nos compatriotes. Et la semaine dernière, j'ai dû intervenir. Et de toute façon, je pense qu'un certain nombre d'informations sortiront bientôt contre un sondage qui ne voulait pas tester, sondage qui va bientôt ne voulait sortir, pas. où Marine Oui. Le Pen, Malheureusement, principale la loi, et vous le testée. savez, m'interdit d'en dire plus, mais vous le saurez Il doit être bientôt. donc sous embargo. Absolument, vous le verrez bientôt. Et nous avons dû intervenir pour protéger la déontologie et la démocratie, car les sondages sont aussi parfois, même souvent, une arme politique contre le débat politique et parfois pour essayer de manipuler les Françaises et les Français. Mais nous avons un peuple politique ancien qui sait à quoi s'en tenir et qui ne se laisse pas facilement manipuler. Un peuple qui est en train de réfléchir, en tous les cas, c'est un sujet abyssal. Je voudrais qu'on conclue par cela. Jordan Bardella, là encore, il fait entendre, si je puis dire, sa musique. C'est un sujet vraiment profond, c'est la fin de vie. Et de par ses propos, il apparaît qu'il est contre l'euthanasie, en tous les cas, Jordan Bardella, avec des propos appuyés. Il lance un appel à défendre la vie, il le dit en conscience. Je crois savoir que vous ne partagez pas la même conviction que lui sur ce sujet. Non, mais c'est une tribune remarquable qui mérite d'être lue, car c'est un débat sur le fond et profond qui appelle à la conscience de chacun et de chacune. Marine Le Pen elle-même est contre cette loi sur la fin de vie. Alors nous sommes tous pour la loi sur les soins palliatifs, évidemment, assurer que chacun puisse partir sans douleur et dans le respect. Moi, à titre personnel, j'ai toujours dit, je suis favorable aussi à la loi sur la fin de vie. J'ai toujours été favorable à l'euthanasie et au suicide assisté. Et c'est aussi la grande force avec des garde-fous. Oui, bien sûr, des garde-fous. Pour l'instant, quand on lit le texte et ce qu'il en est, on les cherche. Moi, je proposerai évidemment, avec quelques collègues qui sont en faveur de la loi sur la fin de vie, des mesures de garde-fou pour protéger les Françaises et les Français et nos valeurs. Mais effectivement, c'est aussi la grande force du Rassemblement national, premier parti d'opposition et qui, je pense, va gagner les élections présidentielles avec Marine Le Pen, d'avoir en son sein des débats qui représentent la société française. Et la société française, quels que soient les partis sur ce sujet, peut débattre dans le respect. Mais c'est vrai qu'au moins au Rassemblement national, ça se fait dans le respect. Et cette tribune de Jordan Bardella mérite d'être lue, même s'il n'en partage pas certains arguments. Je note que vous dites vous gagnez la présidentielle avec Marine Le Pen si elle n'est pas empêchée. Le si est à... Mais elle ne sera pas empêchée parce qu'il n'y a pas de si, elle est innocente. Merci Jean-Philippe Tanguy.